Putain de bagnole. Salut les enfoirés. Aujourd'hui, on est sur la Ford Mondeo Mark III, donc le 2 litres TDCi 115. Je vous remercie afin de soutenir la chaîne et qu'elle continue de se développer et d'exister. Eh bien, vous avez trois façons de nous aider. La première, vous faites un petit don sur le compte Tipeee. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Vous activez le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner et recevoir la notification de nombreuses futures vidéos. On est à plus de 145 vidéos aujourd'hui, donc ça commence à faire et on a besoin de vous, de votre encouragement, de vos partages. Voilà, petit problème aujourd'hui, et en fait c'est un problème que je pensais qui était résolu. Je vous explique ce qui se passe. Ici, on a notre température d'eau. Donc j'aurais bien aimé vous montrer ça en roulant, malheureusement, eh bien filmer, rouler, et c'est pas compatible ou c'est très difficile. Donc, je vous explique ce qui se passe. Précédemment, on avait un problème parce qu'on avait remarqué que l'eau avait du mal à chauffer. On avait du mal à arriver au milieu ici de notre température d'eau. Donc ça doit être aux alentours de entre 85 et 90 degrés. Donc en roulant l'autre jour, eh bien la voiture montait bien en température. Mais on avait pris la précaution d'éteindre le chauffage. D'ailleurs, c'est un petit conseil général quand vous voulez préchauffer votre voiture, c'est mieux de ne pas mettre ni chauffage ni soufflerie. Ça va accélérer la chauffe du moteur. Parce que si vous tentez d'injecter de l'air dans l'habitacle, ça va ralentir le moment où vous allez avoir la température optimale du moteur. Donc là, on a roulé, la température est montée et au moment où on met le chauffage avec la soufflerie, eh bien, on a notre température d'eau qui chute dramatiquement. On pensait avoir réglé le problème parce qu'on pensait qu'il y avait une amélioration avec le changement du carlostat. Donc vous verrez dans la première vidéo concernant le sujet, le moteur ne chauffe pas, et bien qu'on a remplacé le carlostat. Et j'ai bien fouillé dans les forums. Si on a ce problème, il y a trois causes possibles. 1, le carlostat, on l'a changé. 2, il y a le thermostat de refroidisseur d'huile. Ça, ce serait la deuxième possibilité. Et troisième possibilité, si ça ne marche pas, c'est la sonde de température d'eau. Et après, si ça ne marche pas, il y a certainement d'autres problèmes, comme la pompe à eau ou autre, ça je ne sais pas. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la pièce qu'on a achetée. Donc je vous laisse regarder la référence. C'est une pièce qui est somme toute assez petite, qui doit faire entre 5 et 10 cm, on va dire 8 cm que c'est ses coudées. Et moi, je voulais acheter une pièce d'origine, donc j'ai appelé une concession Ford. Alors par charité, je ne vais pas nommer le nom de cette concession, mais je pense que vous ne serez pas très étonné de ce que je vais vous raconter. Mais je vais vous raconter parce que ce genre d'expérience, ça arrive quand même assez fréquemment. On ne sait pas s'ils sont pas formés, s'ils s'en foutent ou si c'est fait exprès. À chacun de trancher. En tout cas, moi j'ai appelé la concession Ford, je leur ai dit ce que je voulais, après avoir fait des recherches sur internet, et ils m'ont dit, mais ils m'ont rappelé, ouais, il faut qu'on fasse des recherches, on vous rappelle. On me rappelle, donc déjà c'est déjà une performance pour un garage de vous rappeler, et ils m'expliquent qu'il y en a pour 1200 €. Alors j'étais extrêmement surpris, je me dis c'est pas possible, vu la taille de la pièce, c'est pas ça. Donc c'était à moi de faire les recherches, de leur envoyer ce qu'on appelle un éclaté que j'avais trouvé sur un forum. Un éclaté, ça veut dire vous avez un dessin avec toutes les pièces qui apparaissent de manière claire pour que vous puissiez savoir exactement laquelle vous avez besoin. Donc je leur ai envoyé ça, j'ai en plus entouré sur le dessin pour pas qu'ils se trompent, etc. Et donc là, il faut une bonne semaine pour avoir une réponse. Et là, on me dit, ah monsieur, cette pièce vaut 170 €. Mais moi, entre deux, j'avais appelé deux autres concessions qui m'ont donné la même information, à savoir que la pièce valait chez Ford 65 €. Alors, j'étais étonné par le prix. Pourquoi? Parce que sur les forums, j'avais vu une discussion qui datait de 2010 qui traitait du sujet et les gens disaient qu'ils étaient allés chez Ford pour acheter la pièce. Elle valait 20 €. Ensuite, j'ai vu des discussions sur des forums où les gens disaient qu'ils avaient acheté la même pièce chez Ford. En 2017, ça valait 43 € et aujourd'hui, ça vaut 65 €. Donc, je me suis dit 65 € pour une toute petite pièce comme ça. Moi, ça me paraît beaucoup. Donc, je voulais acheter une pièce de moyenne gamme en termes de prix, c'est-à-dire aux alentours de 20 à 30 €. Finalement, il y avait un premier prix qui était aux alentours, alors de mémoire, je ne sais plus, je crois que c'est parce qu'il y a toujours les frais de transport, etc. Donc, on est à un prix qui est quand même assez bas. On est entre 10 et 20 €, mais finalement, on est au prix de 2010 pour une pièce Ford. Alors, pourquoi prendre le prix bas? Déjà parce que je ne suis pas sûr que la cause de mon problème soit ça. Donc déjà, si c'est ça, tant mieux. Comme ça, dans l'avenir, si on a à nouveau le problème, on pourra remplacer cette pièce. Et à ce moment-là, je mettrai une pièce de plus chère et peut-être plus qualitative, si le cas échéant, c'est un problème de qualité. Ce qui n'est pas sûr. Mais ce que je voulais vous dire avant de procéder au remplacement, on va quand même regarder ce qui se passe au niveau de... Même si j'ai pas beaucoup de
Je pense que ça ne donnera pas grand chose, mais on va quand même le faire. On va brancher ce que l'on appelle la valise. Alors pour ceux qui ne savent pas, la valise, c'est en fait brancher l'ordinateur sur la voiture. Donc on a une prise, on branche ce boîtier sur la prise OBD. J'ai un petit ordinateur portable qui est vraiment de petite dimension, donc très pratique à transporter, hein, qui a son âge, hein, qui a plus de 10 ans. Et on va le mettre sur la prise OBD. Et la prise OBD, en fait, sur cette voiture, elle est sous les fusibles à gauche du volant. Donc c'est un petit boîtier à tirer, donc il faut arriver à le trouver. Voilà, donc c'est une prise rétractable. Elle monte, elle descend. Et maintenant, on va brancher notre ordinateur. Voilà, donc on a lancé notre logiciel ForScan. Alors c'est un logiciel qui de mémoire est gratuit la première année, ou alors il faut payer au bout d'un an pour accéder à certaines options. Alors je crois qu'il marche uniquement sur Windows, avec Windows 7 64 bits à vérifier. Vous vérifierez tout ça. En bas vous voyez qu'on n'est pas connecté au véhicule, donc il va falloir que je démarre. Enfin, je mets le contact et on va cliquer sur connexion. Voilà, donc c'est en train de se connecter. La connexion véhicule est établie. Vous voyez, les deux petits carrés en bas sont ouverts. Et maintenant, on va regarder dans les codes défauts. Donc, c'est DTC, ce qui veut dire Default Code. Donc ici, j'ai procédé à l'effacement de tous les codes défauts parce que je ne sais pas de quand ils datent. Peut-être qu'ils datent de plus d'un an, donc je ne sais pas. Et on va redémarrer et on va voir s'il y a des codes qui réapparaissent. Voilà, j'ai effacé tous les codes défauts. Maintenant, on n'a plus aucun code défaut. Je fais tourner la voiture, voir s'il y a quelque chose qui apparaît. Bon, je ne suis pas un spécialiste de l'usage du logiciel. J'aimerais bien être formé à ça. Donc là, par contre, quand vous allez dans cette fonction ici, là à gauche, là, l'oscilloscope, on peut voir température de liquide de refroidissement, tension de la sonde de température de liquide de refroidissement, température du culasse, etc. Je ne sais pas trop comment on analyse ces données, mais on peut avoir une indication. Moi, ça ne me parle pas trop. Si vous êtes spécialisé, mettez-moi ça dans les commentaires, on partage. Je voulais quand même vous jeter quelque chose sur ce problème de mise en température du moteur, de la température de l'eau du moteur. C'est que j'ai constaté quand même une augmentation anormale de consommation. Je ne sais pas de quel ordre, mais en tout cas, on est à plus que ce que la voiture consomme d'habitude, c'est-à-dire entre 5,4 litres et 5,6 litres, ce qui est très bas. Alors on va s'ouvrir notre cache et on va regarder notre thermostat d'huile. Voilà, notre pièce qui est ici est disposée dans le moteur comme ça, à peu près. Donc il y a une durite qui arrive au niveau de ma main gauche. Et maintenant je vais vous montrer sur le moteur où c'est. Donc vous voyez, là on est face au moteur. Ici on a la durite. Elle est serrée ici et la pièce est là. Donc c'est comment on va faire pour l'atteindre. Déjà, il faut qu'on enlève la durite, ensuite qu'on enlève la pièce. Alors certains apparemment préconisent de démonter tout ici. Alors je trouve que c'est toute cette partie là. Et d'autres disent qu'on peut y arriver sans le faire, donc en passant, j'imagine, par ici. Il n'y a pas énormément de place. On va voir ce qu'on peut faire. Autre point important, donc là, en dessous, là-bas, vous voyez, on a le collier sur notre thermostat d'huile. Là, on est devant le moteur. Sur le côté droit, si jamais c'est pas ça, il faudra qu'on vérifie notre sonde de thermostat d'eau et elle est derrière le cache ici, et derrière une poulie. Donc quand on veut l'enlever, c'est un peu compliqué, il faut des outils spéciaux. C'est pour ça que je commence pas, je vais pas la remplacer tout de suite, même à titre préventif, parce qu'il faudrait qu'on arrive à passer dans un des trous de la poulie avec un outil spécial. Ouais, les enfoirés, on se rend compte que derrière notre pièce, donc je vais vous montrer là, avec la baguette là, ici on a la durite, au-dessus on a notre pièce, et derrière il y a un écrou qui fixe la pièce. Donc au début je pensais que ça se clipsait ou que ça se vissait directement, mais non, en fait il y a bien un écrou qui sert. Alors ça serait, je remercie ceux qui m'ont renseigné sur le forum, hein, ça serait un écrou de 8. Donc on va essayer de voir ça avec une rallonge et une clé à cliquer. Je vais vous montrer maintenant la pièce. Ici on a notre pièce neuve et vous voyez sur le côté il y a un trou. C'est là que va prendre position notre écrou. Donc là vous le voyez mieux. La pièce va se positionner comme ça et on va visser l'écrou là. Donc la difficulté ici,
c'est de voir si on a suffisamment de place pour passer. Alors sur les forums, il y en a qui me disent qu'ils sont arrivés en une demi-heure sans rien bouger et qu'ils ont réussi à démonter la pièce. La difficulté, c'est de ne pas perdre l'écrou au démontage. Donc moi je préconise d'avoir un bâton aimanté. Et quand on dévisse, le mettre dessus, comme ça au moment où ça risque de décrocher, on le récupère direct. Alors autre point, il semblerait que quand on démonte la durite et notre thermostat, il est possible qu'il y ait de l'eau qui coule en grande quantité. Donc on va mettre, j'ai prévu un récipient à mettre en dessous pour essayer de récupérer un maximum de liquide de refroidissement pour pas que ça tombe au sol, parce que c'est quand même polluant. Il va falloir aussi retirer notre collier de serrage. Ce collier de serrage qui est là, c'est pas un collier classique avec une vis. Normalement il faut des pinces spécifiques. Nous on va essayer de le retirer. On n'a pas la pince, donc on va essayer de retirer avec une pince multiprise. Encore une fois, si on arrive à passer. Voilà, si on n'arrive pas à passer, moi j'ai envie de démonter ici. Donc là on a la vanne de GR. Et là on a deux fixations. Ce qui pourrait gagner peut-être quelques centimètres ici pour passer la main par ici. Comme d'habitude, j'ai envie de mettre du dégrippant sur notre écrou pour nous faciliter la tâche. Donc moi j'ai choisi de retirer le tuyau pour me donner de la marge ici pour agir. Donc c'est un écrou de 10. Celui d'en haut est facile à retirer. Celui d'en bas, il faut passer avec la rallonge en dessous pour plus de facilité. Ensuite je vais retirer ici les deux torx ici. Et je pense qu'en retirant cette partie-là, on aura un meilleur accès. Alors je vous ai pas dit, j'ai commencé par retirer la durite qui se connecte ici là, à notre vanne GR, ici. Tac, on la met sur le côté. Et là, il nous faut deux torx de 25. Voilà, je trouve que déjà, vous voyez, on a un bien meilleur accès. On a retiré les deux vis là. Maintenant, j'ai une bonne vue sur mon thermostat. On voit bien l'écrou derrière. La difficulté étant d'atteindre l'écrou. On va mettre un petit coup de dégrippant parce qu'il a l'air assez oxydé. Voilà les amis, j'ai décidé, parce que là quand vous dévissez là en fait, vous êtes bloqué. Vous pouvez pas tirer le tube. Vous êtes obligé de dévisser les deux vis qui sont au-dessus de la vanne GR. Donc ce sont des écrous de 10, il y en a un là et un ici derrière, ici là. Vous voyez, hop, hop. Et j'espère maintenant pouvoir tirer un peu plus le tube pour me donner de la marge, parce que je n'arrive pas à... J'arrive à atteindre l'écrou mais j'arrive pas à le choper, donc je sais pas si c'est parce que je suis pas dans l'axe ou parce que c'est pas du 8, c'est une autre taille, on va voir ça. Voilà, grâce à l'espace que je me suis créé, j'ai réussi à déverrouiller notre écrou. Je vais vous montrer où il est. Il est exactement ici, derrière, là. Et maintenant, j'arrive à l'attraper à la main, donc c'est plus facile. On va essayer de ne pas faire tomber la vis. Voici notre écrou de 8, les amis. Maintenant, on va retirer notre pièce avec la durite. Comme ça, j'aurai un meilleur accès pour désolidariser la durite qui est là et notre pièce. Voilà les amis, donc la pièce ne voulait pas venir. Donc j'ai utilisé le tournevis pour faire appui et pousser dans cette direction-là. C'était dur, donc ce que j'ai fait, j'ai mis du dégrippant et là ça a été tout de suite beaucoup plus facile. Donc je vais pouvoir retirer la pièce et j'espère la remonter sans trop de difficultés. Donc là on a beaucoup d'eau qui coule, donc j'ai bien fait de mettre le récipient en dessous. Voilà, maintenant on va enlever notre durite. J'ai utilisé la pince et on va le remettre sur notre nouvelle pièce qui est ici. Donc je vais procéder au remontage. J'ai réussi à remettre ma pièce. Il va falloir faire gaffe à l'inclinaison de notre thermostat. J'ai envie de le remonter tout de suite et en essayant de positionner la vis, car on fait toujours ça un petit peu au jugé. Donc au démontage, voici notre pièce d'occasion. C'est sur la voiture. Elle n'a pas l'air très vieille, hein. Elle a l'air en bon état en fait. Hein. Donc j'espère que notre problème vient de là. Donc je regarde si c'est une pièce d'origine Ford. Bon là il semble quand même que la pièce c'est... parce qu'on a la date. Voilà, ici vous avez dans le gravé dans le plastique, vous avez la date. Donc là on a 04. Comme la voiture est de 2004, il est fort probable que la pièce soit d'origine. Alors les enfoirés, ici on est dans une casse, on est devant une belle Jaguar, une X-Type.
Et vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le schmilblick, à savoir notre Mondeo. Et quand on regarde le moteur, donc là, nous, on a un 115 chevaux TDCi, et ici, c'est un 155 chevaux, je me souviens plus si c'est un 2 litres ou un 2 litres 2. En tout cas, ça confirme bien que la X-Type a été faite sur la même base que la Mondeo. L'ouverture de coffre est différente puisqu'on a un mécanisme d'ouverture de coffre dans la voiture, alors que sur la Mondeo, on est obligé d'ouvrir avec la clé, ça peut causer beaucoup de problèmes, surtout quand le mécanisme s'use. On ne peut plus ouvrir son coffre, il n'y a aucun mécanisme à l'intérieur. Mais là, je voulais vous parler d'un truc, c'est qu'en démontant notre thermostat, et ici, il est au même endroit que sur la Mondeo. On a aussi la vanne EGR qui est au même endroit. La recirculation des gaz, vous voyez, donc la rampe pour l'injection, etc. Bon, il y a déjà des pièces qui sont parties, donc c'est pas exactement pareil en visuel, mais c'est la même chose. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Voilà, la mésaventure, c'est que au remontage, la vis qui tient le thermostat est tombée. Impossible de la retrouver, donc je me suis résolu à aller dans une casse pour essayer de retrouver la pièce. Alors, il y avait une autre Mondeo, mais il n'y avait plus le moteur, donc, et là, je viens de tomber sur la Jaguar, donc coup de bol. Et je vais vous montrer la vis qu'on a perdue. Là, je l'ai retrouvée sur la voiture, en espérant que je vais aussi remonter le thermostat sans trop de galère. En même temps, j'essaie de voir où la pièce aurait pu tomber quand j'ai fait le démontage. Enfin, plutôt le remontage, parce que c'est au remontage qu'elle est tombée. Oui, les enfrères, notre écrou magique. Voilà l'écrou magique issu d'une Jaguar. Et donc ça va transformer. La voiture va rouler plus vite. On va passer du statut de roturier à aristocrate. Donc, comme je l'ai expliqué, en essayant de remonter le thermostat en dessous, on a perdu la vis, impossible de la retrouver. J'ai cherché pendant 2 heures, donc là cette fois-ci on va essayer de ne pas la perdre. On va essayer de remonter ça. Alors avant, ici on a notre pièce ancienne, et quand on regarde le joint, bon, bah, il est vraiment à fleur. Hein. Par contre sur la nouvelle pièce qui est là, le joint déborde plus. Donc est-ce que c'est un frein pour le remettre? Est-ce que il est plus aplati? Parce qu'en fait c'est avec le temps il s'est aplati, ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme différence? Il n'y a pas énormément de différence. On peut voir peut-être au niveau du... c'est pas tout à fait les mêmes rainures, je dirais ici, là et là. Mais c'est vraiment des différences très sensibles. Hein, très... Voilà. Donc on va essayer de remonter, on va essayer cette fois-ci de ne pas perdre notre écrou. Voilà les amis, alors j'ai réussi à embarquer ma vis. Alors vous voyez l'écrou derrière, alors on ne voit pas. Hein. Il y a là le problème, donc c'est qu'on navigue à l'aveugle. Il faut arriver à incliner de telle sorte que le trou corresponde au pas de vis ici. Et c'est pas évident à le trouver en fait, donc il faut arriver à incliner la pièce là jusqu'à temps qu'on trouve le trou. Maintenant je vais essayer de serrer. Alors j'ai trouvé une clé à cliquet de plus petite taille, comme celle-ci. Donc je vais pouvoir la glisser, j'espère de manière plus facile, et de visser de manière plus efficace. Bon voilà les enfoirés, donc j'ai réussi à le serrer, mais j'arrive pas à arriver au bout du serrage. Déjà j'ai constaté que notre thermostat n'avait plus de jeu, il bougeait plus, donc pour moi c'est serré. Alors un petit conseil, l'idée c'est d'arriver à maintenir la clé, parce qu'il y a beaucoup de jeux. Il faut arriver à trouver l'angle pour vraiment que ça soit vraiment en prise. Donc j'ai fini par trouver, il fallait que je prenne de la main gauche la clé, et de la main droite, j'arrive à passer avec la main pour vraiment essayer de la maintenir au mieux sur l'écrou et que ça soit centré au mieux, sinon ça bouge, on n'y arrive pas. Donc je vous montre. Voilà, je prends la clé comme ça, avec la main, je me mets sur l'écrou. Et donc comme pareil, il faut arriver à le trouver derrière. Et là, je le sens. Donc là, je suis bien sur l'écrou. J'essaie de le coller au maximum. Et avec l'autre main, je vais lever la clé et pousser vers le bas. Voilà, hop. Mais là, je suis toujours pas à fond. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas au bout du serrage. J'ai toujours pas de point dur où je peux pas aller plus loin. Donc je vais pas trop insister parce que je ne voudrais pas casser quelque chose. Là, je suis dessus. Je pousse. Voilà, maintenant,
Le liquide de refroidissement qui est orange sur cette voiture, je vais le remettre dans le vase d'expansion. Et j'ai constaté qu'au moment où on a récupéré l'eau, il y a des impuretés qui se sont mises, donc je ne vais pas le verser comme ça. Je vais utiliser un entonnoir qui est équipé d'un filtre pour récupérer nos impuretés. Voilà, donc maintenant on va vérifier deux choses. La première, on va faire tourner le moteur pour voir si on n'a pas de fuite au niveau de notre thermostat avant de remonter ça. Et on va laisser ouvert notre bouchon de vase d'expansion. Pourquoi? Parce qu'apparemment, si vous avez une information différente, mais moi les informations que j'ai, c'est que sur cette voiture, sur ce modèle, il n'y a pas de vis de purge. Et comme on a intervenu, il y a de l'air qui a dû rentrer dans le système de refroidissement. Et donc, pour purger le système de refroidissement, il faut qu'on fasse tourner le moteur avec le chauffage à fond. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Bon les amis, on va mettre le chauffage. On va le mettre à fond. Alors on va regarder s'il n'y a pas d'eau. Je vais mettre un petit papier. On va voir s'il n'y a pas d'eau au niveau du thermostat. Il n'y a pas d'eau au niveau de notre sopalin, donc c'est bon, il n'y a pas de fuite pour le moment. On va laisser tourner un petit peu pour laisser l'eau remonter ici et se dégager. Ouais, les enfoirés, maintenant qu'on a changé notre thermostat, on va aller rouler un petit quart d'heure. On va voir si la température monte normalement et si on n'a pas à nouveau ce surcoût. Enfin, en tout cas, cette surconsommation de gasoil. C'est parti. Alors, pour me faciliter la tâche, et pour que le moteur monte plus vite en température, je ne vais pas mettre ni le chauffage ni la clim, donc je vais tout éteindre. Ouais les enfoirés, on a roulé 17 minutes, j'ai bien laissé chauffer la voiture avant de partir, on a dû rouler, je sais pas, peut-être 4 km, et là vous voyez que notre température d'eau, elle est normale, elle doit être juste en dessous de 90 degrés. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais allumer le chauffage. Je mets tout à fond. Et on va voir si notre température d'eau baisse ou pas. Ça a l'air de baisser un tout petit peu, mais rien d'alarmant. Donc, a priori, bon là vous voyez, on a un temps qui est très humide, il fait 8 degrés dehors. Pour vous donner les conditions de test. Apparemment, il semblerait que ça ait résolu notre problème. Pour la conso, je ne sais pas, parce que j'ai pas roulé suffisamment longtemps pour que l'ordinateur de bord me donne la consommation exacte à vitesse constante sur un trajet normal. Vous voyez, on est à 12 litres 1 là pour l'instant. Donc ça, il faudrait que je roule plus longtemps pour savoir. Vous voyez, la température baisse un petit peu. Et là, je suis à fond. Donc là, ça continue de baisser. Bon, a priori, je pense que ça a réglé le problème. On verra dans les jours suivants. Je vous tiendrai informé. Vous voyez là, la température baisse encore un peu. Et puis, si c'est pas ça, il faudra regarder du côté de la sonde de température d'eau. Voilà les enfoirés, donc j'ai arrêté la voiture une vingtaine de minutes. Et puis après, je suis reparti. Et comme vous pouvez le voir, notre température d'eau est montée assez vite. Elle est restée constante, elle n'a pas bougé. Et pendant que j'ai roulé, je n'ai pas mis le chauffage à fond. J'ai mis à 22 degrés en éco. Avec niveau 3 de ventilation, et on a la température d'eau donc qui est restée stable, qui n'a pas bougé. Donc je pense que c'est bon signe, je pense que le problème est réglé. Maintenant il faut que je vois si la température restera constante sur un plus long trajet et si on a toujours une hausse de la consommation. Donc vous pouvez aider la chaîne de 3 manières pour qu'elle continue de vivre et qu'elle se développe. La première, vous faites un don sur le même modèle sur le compte Tipeee et vous avez le lien en dessous de la vidéo. La deuxième chose, vous activez le pouce bleu pour nous encourager. La troisième chose, vous activez la cloche pour vous abonner et recevoir la notification des nombreuses futures vidéos. Je vous rappelle qu'on dépasse maintenant largement les 145 vidéos et j'espère vous retrouver très vite sur la chaîne. Faites vos commentaires. À très bientôt. Merci.